Parfait, ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints, de vous être inscrits pour cette table ronde. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de l'événement Paris Innove, vous le savez, puisque vous êtes inscrits a priori, un événement qui est organisé par la ville de Paris pour explorer, échanger, partager autour des innovations et des démarches innovantes dans les activités, dans les services de cette collectivité. Le sujet de notre table ronde aujourd'hui, c'est une table ronde qui est consacrée aux espaces innovants, avec une interrogation qui va guider notre échange, et de savoir dans quelle mesure les espaces innovants peuvent être des leviers de la transformation de nos pratiques de travail. Alors, c'est vrai parce que les espaces finalement de travail n'ont jamais été autant questionnés et interrogés qu'aujourd'hui. D'abord sur le plan de l'optimisation de l'espace et sur ce qu'on en fait. Autrefois, le bureau de travail, c'était un bureau individuel, un bureau fermé. Et depuis une quinzaine d'années, on voit une autre vision de l'espace qui émerge dans la conception des espaces de travail, où on expérimente de nouvelles méthodes de travail, comme par exemple le coworking ou la co-construction. On aura l'occasion d'échanger là-dessus, de définir, que vous puissiez comprendre de quoi il retourne. Un questionnement en fait des espaces de travail qui traduit en fait une remise en question du travail traditionnel avec un fonctionnement en silo, donc avec une recherche de beaucoup plus de transversalité, d'horizontalité, et on verra que cela se traduit dans la conception des espaces de travail. Les espaces de travail sont aussi questionnés, interrogés sur le plan de la qualité de vie au travail, au plan réglementaire, hein, d'abord évidemment, donc en fait, et surtout humain, devrais-je dire, sur le plan de la prévention des risques professionnels, avec la prévention des risques de troubles musculo-squelettiques, par exemple, mais aussi évidemment depuis peut-être de manière plus sérieuse une dizaine d'années sur le plan de la prévention des risques psychosociaux. Et alors, on parle en effet de ce concept de bien-être au travail, de qualité de vie au travail, des idées qui remettent en question en fait la vision qu'on peut avoir du lieu de travail tel qu'ils existaient il y a peut-être ne serait-ce qu'une vingtaine d'années à peine. Euh, L'espace de travail de demain, l'espace de travail innovant, c'est aussi donc un espace qui prend en compte l'arrivée sur le marché du travail de nouvelles générations, la génération Y évidemment, mais aussi la génération Z hein, qui se profile, la génération des zappeurs, plus sensible à des espaces accueillants, différents, originaux, voire même amusants hein, dans certains cas. Et donc, les espaces doivent prendre en compte cette dimension au titre de l'attractivité en fait, des talents au sein des organisations, à commencer évidemment par la ville de Paris. Et puis, finalement, en fait, les espaces de travail sont aussi interrogés évidemment en ce moment par la question de la crise sanitaire qui met en fait en exergue le développement du numérique, en particulier avec le travail évidemment, hein, tel qu'on a pu l'expérimenter lors du premier confinement et là de manière plus massive au fur et à mesure de l'année qui passe, et avec les interactions que ça suppose en fait entre les espaces de travail qui accueillent le travail en présentiel et le travail tel qu'il est fait en télétravail. Bref, toutes ces interactions, toutes ces questions, tous ces enjeux, ce sont des éléments que nous allons voir ensemble aujourd'hui avec une question: comment est-ce qu'on peut innover avec des espaces de travail pour répondre à tous ces enjeux et en fonction de toutes ces contraintes? Alors évidemment, tout ça dans un contexte, en plus du coût de foncier, on aura l'occasion aussi de l'évoquer, qui se pose en particulier dans une ville avec une pression foncière comme la ville de Paris. Mais je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Philippe Serrani, je suis chargé de mission à la ville de Paris, à la DILT, la direction de l'immobilier, de la logistique et des transports. Et j'ai la charge, dans le cadre de ma mission, du pilotage de la maîtrise des risques, donc plus spécifiquement du contrôle interne et de la déontologie. Mais vous l'avez compris, ça n'est pas du tout à ce titre que je suis devant vous aujourd'hui, parce que je serai l'animateur de cette table ronde, une table ronde au sein de laquelle échangeront des participantes tout aussi formidables les unes que les autres. Donc tout d'abord, je voudrais accueillir Marine Beck, chargée de mission innovation et transformation publique de la préfecture de la région Île-de-France. Bonjour Marine. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin pour me présenter vraiment très rapidement. Donc, je suis chargée effectivement à la préfecture de la région d'Île-de-France à la fois de piloter des projets innovants et d'accompagner des équipes qui portent des projets innovants. Je suis basée à Station F, le campus de start-up qui est dans le 13e arrondissement.
avec 2 branches finalement de notre action, qui est finalement la Station F un peu la vitrine de nos projets innovants. Une branche un peu plus externe qui consiste à bâtir et coordonner une offre de services publics modernisée et simplifiée à l'échelle d'une dizaine d'administrations régionales à destination de start-up. C'est un public finalement qu'on connaissait peu quand Station F a ouvert en 2017. Donc ça passe à la fois par des outils, des projets innovants comme un chatbot ou voilà des rendez-vous individuels, des formats plus collectifs. Et puis une branche d'action qui est plus interne, puisque nous avons basé à Station F notre laboratoire d'innovation qui s'appelle la Fabrique RH, qui est chargé d'accompagner des équipes d'agents publics, quel que soit leur grade, leur mission, leur administration, même leur fonction publique, dans leurs projets innovants sur les ressources humaines. D'accord. Ok. Merci Marine. Nous accueillons également, enfin nous avons la joie d'accueillir également Véronique Franck-Manfredo, déléguée à l'innovation RH à la direction des ressources humaines de la ville de Paris. Bonjour Véronique. Oui, bonjour à tout le monde. Alors, moi, j'ai une double casquette en venant à cette table ronde, la casquette de chef de projet télétravail, et puis ma casquette actuelle de déléguée à l'innovation RH, où je travaille aujourd'hui notamment sur l'acculturation en matière d'innovation RH. C'est comme ça que je travaille aussi avec la Fabrique RH, où Marine fait un travail formidable. Et puis, je travaille pas mal sur la transformation des espaces de travail comme levier pour transformer les organisations. C'est ce dont on va parler ici. D'accord, merci Véronique. Nous accueillons aussi, toujours avec la même joie, n'est-ce pas, Armelle Gros, qui intervient au titre de sa double casquette à la fois d'adjointe au directeur adjoint en charge de la sous-direction prestations bâtiments et de chef du service de l'optimisation de l'occupation des sites administratifs, toujours à la DILT, à la direction de l'immobilier, de la logistique et des transports. Bonjour Armelle. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invité. Dans le cadre de mes missions, je suis amenée à concevoir des stratégies d'optimisation et de rationalisation des surfaces tertiaires de la collectivité parisienne et à participer également aux aménagements de ces bureaux. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, le tertiaire à la ville de Paris représente quelques 250 000 mètres carrés, répartis sur environ à peu près, on va dire, 160 sites. Donc, vous voyez l'enjeu qui se cache derrière, tant en matière justement de qualité de vie au travail que de modernisation de l'administration parisienne. Et dans le cadre de mes missions, je suis amenée à accompagner les nouvelles formes de travail en lien avec la DRH et notamment en lien avec Véronique qui est ici présente. D'accord, merci Armelle. Enfin, parmi l'équipe des organisateurs de cet événement, nous serons secondés par notre ange gardien ou notre ange gardienne, Lydie Walsh, chargée de la maîtrise d'ouvrage du système d'information métier à la DILT. Bonjour Lydie. Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravie. N'hésitez pas à tout au long de la table ronde à écrire des messages et c'est moi qui sera chargée notamment de les restituer. Voilà, parce qu'en fait, vous pouvez, on va couper les micros de chacun sont coupés. Vous pouvez poser vos questions dans le chat de la salle virtuelle qui est quelque part par là ou quelque part par là. Ou par là, je ne sais pas comment ça s'affiche chez vous. On les regardera dans un second temps, en fait, après les différents échanges des participantes, aux alentours de midi, pour que vous ayez un repère temporel. Alors, donc, cette table ronde, ça aura échappé à personne. On anime une table ronde sous un format virtuel, en télétravail, pour certains d'entre nous, d'autres au bureau. C'est une bonne illustration de l'agilité nécessaire en cette période, non? Et d'innover dans notre rapport à l'espace. Véronique Franck-Manfredo. Oui, Philippe. Alors déjà, merci de poser cette question. Évidemment, on innove, on est soit chez soi, soit au bureau. Mais tout ça, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on a lancé en 2016 à la ville de Paris le projet de télétravail. Alors à l'époque, il y a 4 ans, ça paraît très 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 lointain. C'était pas la grande joie autour de nous pour télétravailler, mais il y avait malgré tout une volonté très forte de l'exécutif de porter le télétravail et puis de décodir aussi,
de relayer cette expérimentation qu'on a présentée évidemment comme une expérimentation au départ. Quels étaient les premiers qui étaient partants? Évidemment, les agents. Les agents ont souhaité qu'on puisse innover en matière de qualité de vie au travail en passant par le télétravail. Les personnes qui étaient les moins partantes, c'était les managers. Pourquoi? Parce que les managers disaient, sans les agents sous nos yeux, on va pas pouvoir les coacher, on va pas pouvoir les encadrer, c'est compliqué. Et c'est donc toute cette confiance qu'il a fallu mettre en place pour développer le télétravail, qui était prévu au départ et jusqu'à aujourd'hui comme du télétravail à domicile. On a dû travailler pas mal sur le travail des cadres, parce que ça réinterroge évidemment le travail des cadres et le mode de management, et puis sur le développement de l'autonomie des agents pour pouvoir leur permettre de fonctionner et se permettre, s'autoriser de fonctionner à distance. Alors on parlera évidemment de tout ce que la crise du Covid a re-questionné par rapport à ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est que à l'époque, c'était déjà un gros chemin qu'on a parcouru pendant 4 ans. Que l'expérimentation a démarré en 2016 avec une poignée d'une centaine d'agents sur les 10 000 télétravailleurs potentiels. Puis on est arrivé la veille du confinement, alors sans savoir qu'on allait être confiné, à 2000 télétravailleurs. Et donc, comme je vous l'ai dit, à domicile. Voilà. Et je vais passer la parole à Armelle. En parallèle, il y avait un projet mené par la DILT qui était très intéressant aussi. Oui. Alors merci Lydie. Oui, parallèlement au développement du télétravail, la DILT a développé dès 2016 un réseau de bureaux libres. Alors peut-être Lydie qu'on peut projeter la carte des bureaux libres pour justement pouvoir répondre à une demande forte de mobilité, de nomadisme, et de pouvoir se poser en fait entre 2 réunions. Oui, Lydie? Oui, tout à fait, je suis là. Pardon. Je disais, est-ce que tu peux nous projeter la carte des bureaux libres pour que je commente en même temps? Les images seront parlantes. Okay. Tout à fait. Et alors, donc, en attendant que ça s'affiche, Armelle, la démarche de bureau libre, elle a été initiée pourquoi, en fait, à la base? Alors, elle a été initiée en 2016 justement pour pouvoir répondre à un besoin de se poser entre 2 réunions. Donc un aménagement qui s'adressait à l'époque, qui s'adresse toujours aujourd'hui à des populations nomades. Donc à ce jour, on a 5 implantations qui représentent quelques 400 mètres carrés et qui sont localisées pour l'essentiel dans le centre de Paris, à proximité de l'hôtel de ville et à proximité des services centraux de la direction des affaires culturelles. Donc on attend de visualiser la carte. Donc 5 implantations à ce jour, également une. Vous l'avez pas? Vous l'avez pas? Si, ça y est, c'est bon. Ça s'affiche. J'entends pas très bien, oui. Dont une autre qui est localisée au sein de l'implantation Bélier, qui est un immeuble de bureaux qui concentre à peu près d'environ 30 000 mètres carrés, qui concentre un certain nombre de services de la ville. Une dernière implantation est à l'étude dans le 18e arrondissement. Alors, la carte est projetée. Donc, elle permet de vous localiser à la fois en termes de géographie d'implantation et de visualiser les mobiliers qui ont été mis dans ces aménagements. Alors, excuse-moi, parce que je vois la carte qui disparaît en même temps que je parle. Donc, vous voyez qu'on a des aménagements qui répondent à la fois à un besoin individuel de pouvoir se poser et travailler, mais des aménagements qui permettent également d'envisager en fait des ateliers de co-construction à plusieurs, dont un qui est situé donc au 31 rue des Francs-Bourgeois, dans les locaux de la direction des affaires culturelles,
Pour votre bonne information, donc la direction des affaires culturelles est éclatée sur différents sites et c'est un atout aussi pour cette direction d'avoir un espace où son personnel peut se réunir pour travailler ensemble dans un espace physique. Le mobilier utilisé est un mobilier innovant qui a dû prendre en compte les contraintes architecturales des différents bâtiments. Alors, pour la plupart, on est quand même sur des sites qui ont des contraintes architecturales fortes. Donc, il a fallu jouer de ces contraintes pour être innovant. Et on voit qu'avec le mobilier, on peut être innovant tout en ayant une acoustique optimale. Alors, on sentait bien, nous, en interne, que ces aménagements suscitaient un engouement, une satisfaction. Donc, pour ce faire, on a lancé en fait fin 2019 un questionnaire auprès des utilisateurs potentiels des bureaux libres, à savoir une population équipée d'un ordinateur portable. Et il est ressorti de ce questionnaire qu'à, on va dire, près de 75-77%, les utilisateurs étaient très satisfaits des aménagements proposés. Donc pour nous, c'était quand même, on va dire, un très bon point. Ce qu'on a pu voir aussi de cette enquête, c'est que il y avait une utilisation régulière de ces espaces, tant dans la semaine que sur les plages horaires concernées, et que ces aménagements, on va dire, répondent à plus de 80% à un besoin de se poser entre deux réunions, ce qui s'explique assez facilement avec la proximité de l'hôtel de ville, parce que il y a des réunions et il y a aussi les séances du Conseil de Paris. Donc là, voilà, on a eu quand même confirmation de ce qu'on pensait. En revanche, ce questionnaire nous a permis aussi de sonder quelles étaient les attentes, on va dire, non satisfaites par rapport à ces aménagements. Donc, il en est ressorti déjà un besoin d'avoir des espaces qui permettent de s'isoler. Donc, peut-être à la fois pour travailler davantage en silence ou pour passer des appels téléphoniques. Des attentes concernent aussi un développement en matière de services aux occupants, donc avec des besoins exprimés en matière, alors je dirais, de distributeurs de boissons, comme de connectiques, des aménagements où on pourrait venir charger non pas seulement son ordinateur, mais aussi son téléphone portable. Et des attentes aussi en matière de plage d'ouverture horaire. Donc, on nous fait remonter qu'il y a des attentes fortes pour avoir des plages élargies, donc tant le matin qu'en fin de journée. Et également des attentes en matière de maillage, parce qu'à ce jour, comme vous avez pu le constater sur la carte, on a expérimenté à petite échelle, nous dirons, mais il y a une volonté d'avoir un maillage plus développé sur l'ensemble du territoire parisien, et notamment sur l'ouest et sur l'est. Voilà les éléments que je peux partager avec vous à ce jour. D'accord. En termes d'espace de travail, je crois, donc, finalement, ces espaces innovants pour faciliter les échanges. Marine Beck, je crois qu'on a quelque chose du côté de la préfecture de la région Île-de-France. Oui, tout à fait, effectivement, merci. Je pense qu'effectivement, il y a une démarche similaire du côté de la préfecture de la région Île-de-France, ou en tout cas que ces réflexions évoluaient aussi en parallèle des vôtres. Et nous, finalement, à la Fabrique RH, alors c'est peut-être aussi notre ADN, mais finalement, on s'est vite rendu compte que ce qui pouvait nous intéresser dans les espaces de travail qu'on a mis au cœur de notre 3e saison, c'est peut-être un peu moins le bureau en tant que mobilier, la chaise, l'ordinateur,
que les liens qui pouvaient se tisser entre espace de travail et culture managériale. Et du coup, vraiment, la question qu'on a mis au cœur de nos réflexions, c'est un peu comment les espaces de travail peuvent-ils être de nature à impulser une véritable transformation managériale. Et je pense que voilà, Véronique l'a très bien dit dans sa première intervention, à chaque fois qu'on veut impulser ou déployer de nouveaux modes de travail, on se retrouve souvent confronté à des obstacles, alors qui peuvent être matériels, mais qui sont souvent aussi plus profonds et qui relèvent plutôt de la culture finalement. Et c'est un peu dans cette optique-là qu'on s'est dit, ce qui pourrait être intéressant quand on voit les obstacles auxquels on est confronté dans le déploiement du télétravail, c'est d'imaginer un lieu intermédiaire qui soit ni le domicile, auquel était rattaché, voilà, il faut être honnête, un certain nombre de fantasmes, et qui soit pas non plus le bureau. Un lieu finalement très identifié espace de travail où finalement les managers vont pouvoir être aussi confiants sur la nature de l'espace dans lequel évoluent leurs agents. Et quelque part pour nous, voilà, c'était un peu une étape intermédiaire où on allait progressivement proposer à une administration de considérer que finalement c'est pas parce que on n'a pas son agent la porte juste à côté de son bureau qui n'est pas là ou qui ne travaille pas et que finalement on arrive à impulser des modes de travail qui soient à la fois plus nomades, plus agiles du coup aussi forcément et aussi plus collaboratifs. Et donc cette démarche, on l'a pas menée dans notre coin, hein, évidemment. On est un laboratoire d'innovation publique, donc on l'a vraiment fait sur une logique de co-construction avec un panel d'une trentaine d'agents publics qui venaient de 15 administrations différentes, toutes fonctions publiques confondues. On a eu d'ailleurs la chance d'avoir Véronique Franquement-Prédo au sein de ce panel qui a pu partager aussi la vision de la mairie de Paris sur le sujet. Et cette démarche finalement a duré près d'1 an où on a invité ce panel d'utilisateurs, de futurs utilisateurs, sur les étapes clés de ce projet pour imaginer qu'allait être cet espace, qu'on pouvait en faire, quels usages, quels aménagements, quelle identité de l'espace, quelle communication, quelle programmation. Et tout ça a donné lieu à ce lieu qui s'appelle l'ETAP, l'espace de travail des agents publics et ETAP. On est quand même fan des acronymes dans l'administration, donc il ne faut pas renier son plaisir. Voilà, c'est le tout premier espace de coworking gratuit et dédié aux agents publics. Un espace de 200 mètres carrés qui est réparti en plusieurs petits espaces, comme vous pouvez le voir là sur le plan, au cœur du 9e arrondissement, avec 2 espaces distincts. Vous pouvez peut-être visualiser sur le plan qui s'affiche. Au rez-de-chaussée, vraiment l'espace cœur du projet qui est l'espace de coworking, avec là aussi des espaces qui sont un peu différents en fonction de ses usages, des espaces où finalement on va plutôt pouvoir s'isoler pour passer un coup de fil, pour faire une réunion à 2 ou 3, des espaces où on va juste venir poser son ordinateur pour travailler, et des espaces plutôt de déconnexion où finalement on a aussi besoin, surtout quand on est beaucoup sur son ordinateur comme beaucoup d'entre nous toute la journée, voilà, de faire une pause et plutôt de lire quelque chose ou d'écouter quelque chose. Et à l'étage, un espace qui est plus créatif, qui est entièrement modulable et qui permet d'avoir de nouvelles pratiques collectives de travail si le rez-de-chaussée est plutôt dédié aux pratiques individuelles de travail. C'est un espace qui a vocation à accueillir 3 publics cibles. Alors d'abord les agents publics qui sont nomades, et je pense que pour le coup ça faisait tout à fait le point avec ce que disait Armelle, c'est-à-dire des agents qui ont envie de pouvoir poser leur ordinateur avant une réunion, après une réunion, entre 2 réunions. Et là pour le coup notre espace est extrêmement bien situé parce qu'on est en plein cœur du 9e arrondissement, juste à côté de la gare Saint-Lazare, avec plein de lignes de métro. Donc finalement, on est presque certain de ne pas perdre trop de temps. Et finalement, pour beaucoup d'agents publics, surtout en Île-de-France, de pouvoir poser son ordinateur entre 2 réunions, ça permet de s'éviter des temps de transport à rallonge. Et forcément, ça joue aussi sur la qualité de vie au travail et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Le deuxième public cible, ce sont les agents publics télétravailleurs qui n'ont pas forcément envie de ne travailler que de chez eux. Il peut y avoir plein de raisons pour ça. Mais ce qu'on a relevé en partie, c'est que parfois le télétravail, surtout s'il était sur plusieurs jours dans la semaine, pouvait conduire à un certain isolement. Et l'idée, c'est qu'ici, dans cet espace, eh bien, on va pouvoir retrouver des agents publics et en plus un collectif de travail qui est différent du sien, parce que c'est pas son équipe, mais qui est aussi stimulant parce que il va refléter des administrations qui sont très différentes et qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser dans sa vie administrative normale. Donc typiquement, on va aller croiser d'autres collectivités, des ministères, des administrations déconcentrées, mais aussi des établissements publics, souvent un peu pointus. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant et on espère faire naître de belles synergies. Et puis, troisième public cible, ce sont des équipes projets, qu'elles soient interfonction publique ou non, interministérielles ou non, qui ont besoin d'un tiers-lieu, donc d'un lieu qui ne soit pas leur administration. Parce que des fois, on fait aussi avancer des projets plus rapidement quand on n'est pas dans son environnement normal, classique, quotidien. Et qui ont besoin d'un lieu qui soit aussi modulable et créatif, qu'on puisse réserver sur une durée qui peut être aussi un peu plus longue que l'espace de coworking, donc qui peut aller d'une demi-journée à 3 jours. Il y a des équipes projets comme ça qui ont un calendrier de conduite de projet où finalement on va avoir un sprint créatif pendant 3 jours. Et ben typiquement c'est l'étape que vous pouvez réserver pour vous réunir et faire avancer votre projet au mieux. Donc voilà un petit peu sur le type de public qu'on va accueillir. Et c'est évidemment un public inter-fonction publique. C'est vraiment l'ADN de la Fabrique RH et c'est ce qu'on a voulu pousser dans ce lieu aussi, que ce soit un lieu de rencontre entre administration et entre fonctions publiques. La démarche est intéressante. Mais alors, très concrètement, donc c'est un espace partagé entre plusieurs fonctions publiques, plusieurs agents publics. Si on a envie de réserver, que ce soit un espace créatif ou bien dans le cadre d'un événement ou tout simplement pour retrouver un espace où télétravailler, comment ça fonctionne? Effectivement, c'est une bonne question, une question opérationnelle. En fait, dans la logique du projet, on a voulu mettre une vraie logique d'autonomisation. Déjà parce qu'on est une petite équipe au sein de la mission et que l'idée c'est que cet espace il appartienne aussi à tout le monde. Donc on a une plateforme numérique sur laquelle apparaissent l'ensemble des espaces qui sont disponibles. Donc on se connecte, on crée son compte et ensuite on peut visualiser les espaces disponibles à la minute même, si on est par exemple dans la rue de l'étape et qu'on se dit voilà, j'aimerais bien venir travailler, donc je peux voir quels espaces sont libres, réserver un espace et recevoir un code d'accès qui se télécharge sur son smartphone et qui permet d'ouvrir la porte de l'étape. Pour nous, c'était aussi intéressant de travailler un peu sur ces nouveaux usages et voir comment ça pouvait aussi pénétrer dans les habitudes des agents publics. Et puis, au-delà, cette plateforme, au-delà d'être un peu opérationnelle et de permettre d'accéder à l'espace, on a aussi voulu qu'elle soit sociale et que finalement, elle reflète un peu virtuellement la communauté qui va se construire et se réunir physiquement à l'étape. Donc, on a des fonctionnalités qui permettent de chatter, d'échanger, de partager des actualités. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire naître une communauté virtuelle d'agents publics, interfonctions publiques, qui est attachée à ces nouveaux modes de travail, volontaires pour faire avancer les choses dans l'administration. Et on espère que ça permettra aussi de capitaliser sur les personnes, les coworkers qui se retrouvent physiquement tous les jours à l'étape pour pouvoir aussi faire naître de belles choses et de nouvelles choses sur la plateforme. D'accord. On parle ici de coworking. On pourrait peut-être essayer un peu de définir ce que ça signifie et comment ça se traduit. Peut-être Véronique, si tu peux nous en dire un mot. Oui, le coworking, c'est le fait de télétravailler dans un espace commun. Marine a parlé de l'étape, mais il y a plein d'espaces de coworking qui s'étaient développés avant le confinement. C'est un lieu aussi de service. Finalement, que viennent chercher les télétravailleurs dans un espace de coworking, c'est du lien social, comme tu l'as dit, Marine. Ce sont des échanges avec des collègues, mais aussi avec des clients parfois. Dans les espaces de coworking privés, il y a beaucoup de
comment dire, d'affaires qui peuvent se faire, des rencontres professionnelles, des associations professionnelles. Et c'est un lieu aussi de service dans les espèces de coworking privés. On peut déjeuner, il y a souvent des cuisines collectives. C'est vraiment des espaces de solidarité aussi. Et les espaces de coworking, tel que Marine les a décrits, Marine vous l'a dit, j'ai fait partie de la création du projet aussi. Moi, ça m'intéressait au titre du télétravail et en tant que chef de projet télétravail, puisque ça me permettait de réfléchir aussi au niveau de la ville de Paris sur la mise en place d'espaces de coworking. On a travaillé d'ailleurs, on a réfléchi pas mal sur des espaces nomades avec Armel et la DIP, sur la possibilité de permettre ce type d'espace tel que Marine les a décrits. Également le fait de pouvoir mettre en place des espaces de coworking en petite et en grande couronne pour éviter que les agents soient isolés en télétravail chez eux. Donc ça, c'était des projets à l'état de projet uniquement. Et là, le confinement est arrivé avec l'obligation de télétravail qui est montée énormément, puisque en plein cœur du confinement, on avait 12 000 agents en télétravail, plus ou moins bien équipés, puisqu'on avait environ, on a recensé 6 000 agents qui étaient à peu près bien équipés, et 6 000 autres qui ont dû bricoler avec des conditions matérielles compliquées, un ordinateur personnel, un ordinateur sur lequel parfois il y avait toute la famille qui devait travailler, des espaces physiques pas adaptés non plus, et puis un isolement qui nous est monté souvent, notamment à la DRH, puisque on a des coachs et puis on a le service qui permet d'écoute qui a dû intervenir. Et ce qui fait qu'à la sortie du confinement, il y a eu un double effet, à la fois des agents qui ont dit que c'était pas possible pour eux de continuer comme ça dans cette configuration-là, alors que le télétravail était quelque chose qu'ils aimeraient faire. Et puis on a eu un vœu du Conseil de Paris, FAME, qui nous a demandé de développer des espaces de coworking, donc un vrai portage de l'exécutif. Mais aujourd'hui, il ne faut pas que ça reste à l'état de vœu, donc il faut qu'on arrive à développer tout ça, donc avec l'aide des directions, avec l'aide aussi du secrétariat général, avec la mission du Grand Paris, qui m'accompagnait avant le confinement et qui continue aujourd'hui. L'idée étant de faire des conventions avec des collectivités publiques pour faire des échanges d'espaces de coworking. Avant le confinement, on était en passe de signer une convention avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, donc des échanges de lieux dans Paris où on accueillerait des agents d'autres fonctions publiques, et là notamment le département de Seine-Saint-Denis, et en contrepartie des agents de la ville de Paris pourraient coworker à côté de chez eux. Et puis ouvrir aussi, pourquoi pas, recommencer à travailler sur des espaces à proximité du domicile des agents. Alors on a eu le vœu du Conseil de Paris, on a aussi un décret de la DGAFP qui est sorti le 5 mai 2020 et qui nous permet, en tant qu'agent public et en tant que fonction publique, d'autoriser les agents publics à travailler dans des tiers-lieux, justement, sous forme de nomadisme, avec leur propre ordinateur, leur ordinateur personnel, pourquoi pas. Et évidemment, on a en ligne de mire l'étape. Alors l'étape, tu l'as pas dit, Marine, mais elle a été un petit peu, la porte a été entrebâillée, on a pu tester, on a pu travailler et collaborer au sein de l'étape. Donc un jour, bientôt, j'espère, vous allez vraiment ouvrir. Et donc l'étape, c'est typiquement cet espace de coworking multifonction publique où on va pouvoir échanger entre fonctions publiques. L'idée des espaces de coworking avec des conventions nous permettent aussi de créer des liens entre nous, différentes collectivités, mais aussi entre les agents pour partager. Alors, quand j'ai travaillé sur des espaces de coworking en petite et en grande couronne, il y a des petites villes en grande couronne, en petite couronne, qui veulent aussi redynamiser leurs espaces et refaire le lien avec leurs propres usagers, leurs propres
agents et leurs propres locataires ou propriétaires dans ces petites villes, pour aussi faire en sorte qu'il y ait du lien social entre chacun, pour développer par exemple le covoiturage ou pour développer l'animation d'espace au sein de ces petites villes. Voilà, ça c'est là où on en est, notre étape à nous en matière d'espace de coworking. D'accord. Et en termes d'autres expérimentations au niveau de l'État, Marine, sur des partages entre fonctions publiques, parce qu'on a parlé de l'État, mais il y a d'autres démarches de ce type? Ouais, tout à fait. Je trouve que, sur ce que disait Véronique, la question du maillage, elle est extrêmement importante. En fait, c'est un peu notre étape 2, parce que finalement, chaque lieu va répondre à un certain nombre de besoins, 1, 2, 3, 4, mais ne pourra pas couvrir tous les besoins des agents publics qui finalement peuvent être très différents. Typiquement, l'État, on est situé au cœur du 9e, ce qui est très pratique quand on est intramuros, mais quand on vient plutôt de périphérie ou de grande couronne, bah, c'est beaucoup moins pratique parce que du coup, il faut traverser tout Paris. Donc, l'idée du maillage, elle est extrêmement importante dans cette logique de diffusion de tiers-lieux ou de flex office. Donc, sur la question du partage entre fonctions publiques, bah, l'étape le permet puisque voilà, elle accueille, l'espace accueille des agents qui viennent de toutes les fonctions publiques, mais au-delà, la direction interministérielle du numérique, la DINUM à l'État, a lancé un dispositif d'expérimentation de tiers-lieux publics, donc auprès d'un panel de 200 agents publics de l'État, où l'idée c'était un peu de réussir à évaluer l'intérêt des tiers-lieux publics pour l'État, d'identifier aussi les facteurs de succès d'organisation du travail à distance, parce que comme l'a dit Véronique, c'est aussi quelque chose qui se travaille et on peut identifier des clés qui permettent de mieux le mettre en place, et puis d'identifier les attendus des agents en termes d'environnement de travail. Je pense que ça aussi, Véronique l'a très bien cité. Il y a une dizaine de sites en fait qui sont pour l'instant répertoriés, dont fait partie l'Étape en tant que tiers-lieu de référence. Mais il y a voilà 9 autres sites qui sont répartis pour l'instant avec 2 ministères qui sont expérimentateurs, le ministère des Armées et le ministère de la Justice. Donc à la fois dans le centre de Paris et en périphérie. Et je pense que au-delà, ce qui va permettre aussi d'attirer des agents publics, au-delà du coworking, c'est aussi ces espaces créatifs, collaboratifs, parce que finalement, voilà, ça fait partie des nouveaux modes de travail qu'on essaye de pousser aussi. Au-delà des modes de travail nomades, on a besoin de modes de travail plus collaboratifs dans un contexte qui nécessite aussi plus de prise d'initiative finalement. Et je pense que la crise l'a très bien démontré à cet égard. Et donc, c'est aussi pour ça qu'à l'étape, en tout cas, on avait prévu cet étage un peu différent, créatif, modulable, dans lequel on pouvait offrir en tout cas la possibilité aux agents publics de se retrouver, de se réunir, de faire des ateliers, de pousser des projets de manière un peu différente. Et c'est probablement par là aussi que passe l'innovation RH, parce que finalement, pour nous, en tout cas, l'étape, c'est pas seulement 4 lieux physiques, un lieu, voilà, en dur. C'est aussi un lieu qui doit impulser ces nouveaux modes de travail. Donc, ça se traduit aussi par une programmation qui est riche en ateliers, en formation, en webinaire. Typiquement, juste pour vous donner un exemple, en fait, l'étape devait ouvrir en avril. Donc, on a subi de plein fouet le premier confinement. Mais du coup, pour compenser ça, on s'est dit, ouvrons la programmation de l'étape malgré tout, ouvrons de manière virtuelle, et on a proposé des apartés. Donc des apartés, c'était un peu sur le format webinaire, mais en format beaucoup plus restreint, avec seulement une vingtaine de participants, où chacun pouvait mettre sa caméra et échanger directement avec l'intervenant ou l'intervenante, qui avait 1 heure, en gros, pour partager un petit peu son expertise sur des thématiques relatives aux nouveaux modes de travail ou au nouveau monde du travail.
Donc, on a abordé des sujets tels que la symétrie des attentions, le co-développement, la facilitation à distance, qui est un sujet qu'ont beaucoup de laboratoires en ce moment, de pouvoir continuer à organiser et de faciliter des ateliers quand on ne peut pas se voir et manipuler les choses ensemble. Et c'est une programmation du coup qui a repris en octobre et qui est vraiment ancrée dans le fonctionnement de l'étape. Donc tous les vendredis à 11h, on propose un aparté à tous les agents publics qui sont intéressés. Cette semaine, par exemple, on va évoquer les formes émergentes de leadership. Mais il y en a toutes les semaines des différents, et c'est aussi des formats que on peut retrouver sur le YouTube de la Fabrique RH, puisque tout est enregistré et disponible après en replay. Et voilà, c'est juste pour vous donner un peu un exemple de ce que va être la programmation de l'étape, et de se dire que voilà, c'est pas aussi que par les espaces immobiliers, mais par tout ce qu'on peut organiser autour, les liens qui vont se créer entre les coworkers, les partages d'expériences qui vont pouvoir se faire aussi, nous semble extrêmement important dans ce projet. Véronique, sur le pied, juste sur la dimension précisément de l'organisation de la co-construction, en particulier avec le confinement, comment ça s'est passé avec Paris, comment ça fonctionne? Oui, alors juste avant le confinement, je reviens un petit peu en arrière et je rebondis aussi sur ce que dit Marine. On a, alors ça c'est ma casquette d'innovatrice RH. Donc innover, c'est transformer les organisations, et on transforme les organisations, on transforme les méthodes, les modes de travail en transformant les espaces, ça vous l'avez compris. Et tout à l'heure, Armelle vous a montré des photos de ces espaces de travail dédiés à la direction des affaires culturelles. Il y a également le labo de l'innovation qui est à la mairie du 4, dont on va voir une image. Voilà. Ça, c'est pas le labo d'innovation, c'est la fabrique RH, mais c'est pareil. Donc, ce sont des lieux, vous voyez, qui sont propices aux échanges, propices à la créativité. On a vu sur la photo là, que Didi nous a mis tout à l'heure qu'il y avait des grands murs sur lesquels on peut écrire, on peut poser des post-it. Donc, à la ville de Paris, on a ces espaces de co-construction, à Béziers aussi, où voilà le labo, où l'intelligence collective marche à fond. Voilà le labo, donc à la mairie du 4, ce sont des espaces où on crée, on construit, on réfléchit sur des problématiques ensemble. On mélange les agents avec les usagers, avec les élus. On mélange les directions. Donc ces lieux qui sont très innovants sont terriblement propices à la créativité et à la facilitation, et pour en avoir animé, pour y avoir participé plusieurs fois, Philippe aussi, c'est très bluffant, Marine, tout ce que tu peux en sortir et tout ce qu'on peut créer en quelques heures, c'est extraordinaire, vraiment, c'est formidable ce qui se passe. Alors évidemment, le confinement est arrivé là-dessus, et malheureusement, tous ces espaces ont été fermés. Et après un moment de sidération, on s'est dit, il faut continuer à co-construire, il faut continuer à travailler ensemble. Alors Marine vous a parlé de l'étape, qui est plutôt de l'étape et surtout des apartés, où ce sont plutôt des webinars. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti avec le labo d'innovation, avec le secrétariat général, avec Anne Gabrielle qui est là aussi. On est parti des ateliers en présentiel qu'on avait l'habitude de faire, sur lesquels on avait des projets en cours. Moi, avec mes innovateurs RH, je travaille sur la mise en place d'un système de onboarding. Le onboarding, c'est l'accueil des agents et leur fidélisation. Et on s'est dit, on va pas s'arrêter, on ne sait pas combien de temps le confinement va durer. On ne va pas s'arrêter là, donc on va continuer à animer, mais en format virtuel. Alors, il y a beaucoup d'outils qui nous ont été offerts pendant le confinement. Il y a Zoom, par exemple, qui nous a permis de continuer, mais il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres applications qui nous ont permis de continuer à co-construire sur le mode virtuel. Et ça a été extraordinaire parce qu'on a continué à avancer, continué à créer. Alors, évidemment, avec des obligations différentes, c'est pas la même chose quand on est debout dans un espace et qu'on peut marcher, naviguer, réfléchir debout.
là, on sait que le virtuel et la co-construction, l'intelligence collective virtuelle, elle a quelques contraintes. On ne peut pas imaginer faire une journée entière de co-construction virtuellement. Donc, on a intégré ces contraintes-là et on a pu poursuivre nos ateliers sans problème et les retrouver à la sortie du confinement, puisque en septembre, on a fait par exemple notre troisième journée des innovateurs RH physiquement. Et là, de nouveau, on est confiné, donc on a rebondi avec Paris Innove, avec ces ces tables rondes qui sont faites de manière numérique et virtuelle, et voilà, on arrive à co-construire dans des espaces virtuels. C'est un peu ce que je voulais dire avant de passer la parole à Armelle. Merci Véronique. Comme tu le soulignais, en fait, c'est vrai que la crise sanitaire et le confinement, différentes phases de confinement qu'on connaît, en fait, ont véritablement créé un point de rupture. Bien évidemment, parce qu'ils ont permis d'expérimenter à la fois très largement, rapidement et brutalement le télétravail. Et ils ont aussi donné à voir ce que serait en fait un travail sans espace de travail, puisque le bureau est devenu l'exception et le télétravail est devenu la crise. Et je dirais que cette crise, en fait, conduit à s'interroger sur les grands axes qui doivent guider, en fait, la stratégie de bureau d'aujourd'hui et de demain. Et pour moi, il y a quelques grands axes qui ont guidé la réflexion, à savoir que maintenant, un des critères importants va concerner l'évolutivité d'un bâtiment et de ses bureaux, qui vont devenir en fait des critères de choix, puisque nous sommes rentrés dans un monde de grande turbulence et qu'on a beaucoup de difficultés, même au niveau de l'évolution des organisations, à planifier sur du moyen long terme. Donc le défi d'aujourd'hui va être d'optimiser la valeur d'usage des locaux. Donc ces locaux doivent répondre à des besoins de métier, doivent répondre aussi à un ADN, à une culture d'entreprise, comme le soulignait Marine avec l'étape. Les locaux doivent aussi répondre à des attentes à la fois individuelles et collectives, ce qui signifie qu'il va falloir se doter de moyens pour co-construire, échanger, dialoguer. Donc on se situe bien dans une logique expérientielle. Et le défi va être de rester au contact permanent des équipes pour sonder au mieux les besoins, les attentes et leurs évolutions. Un des corollaires va être d'avoir maintenant des espaces résilients, c'est-à-dire des espaces qui vont démontrer une capacité à absorber des chocs ou des stress chroniques avec, je dirais, des seuils qui seront plus ou moins importants. Une autre grande dimension à avoir en tête, mais on l'a souligné, évidemment, c'est le numérique qui a maintenant une grande place dans les espaces, qui est un service très attendu par les occupants. Donc, comme le disait par exemple Marine, ça rejoint aussi l'autonomisation, savoir est-ce que je peux demain avoir une application qui me permet de réserver mon espace de travail à distance pour pouvoir travailler demain, et des espaces qui me permettent de me connecter en toute tranquillité et facilement. Comme on le soulignait, alors maintenant, la crise a montré que le télétravail était quelque chose, était une dimension à part entière à intégrer dans nos aménagements de demain. Et enfin, le défi sera également d'intégrer les nouvelles normes sanitaires dans les bureaux de demain. Alors, derrière tout ça,
comme on a pu le souligner à différentes reprises, c'est que évidemment il y a un enjeu RH en matière d'attraction, de rétention des talents, et bien évidemment également un enjeu aussi en matière de productivité. Alors, c'est certain que le juste équilibre sera à trouver entre du présentiel, du distanciel, avec un espace à inventer qui sera à mi-chemin entre le bureau au travail et la maison. Donc ça peut prendre effectivement la forme de bureau libre, de tiers-lieux, d'étapes. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut maintenant penser en termes d'usage, de besoins. Et je lisais récemment dans la presse qu'un salarié sur deux, au sein d'une même journée, avait 10 activités différentes sur une même journée, activités qui ne peuvent pas être menées au sein d'un même espace. D'accord. Mais alors, dans ces cas-là, si le télétravail se généralise, devient une sorte d'évolution sociétale, est-ce qu'on pourrait imaginer la fin du bureau individuel? Et en plus, moins de bureaux individuels, ça ferait des économies sur les mètres carrés. On n'aurait plus que des espaces innovants partagés et tout irait bien, non? Question intéressante qui revient assez souvent. Donc, je note que Philippe ne veut plus de son bureau individuel. Non, je dirais que le débat ne se situe pas dans le choix d'un modèle, le bureau individuel versus l'open space. Je pense que les deux ont des avantages et des inconvénients, et qu'on voit que la réflexion aujourd'hui, elle est plutôt de dire, faut-il réduire cette phase tertiaire ou les dédensifier? Parce que c'est vrai qu'avec les règles de distanciation à respecter, on est plus sur des espaces où on met moins de personnes. Voilà, donc c'est les contraintes d'aujourd'hui. Peut-être que dans 2 ans, il y aura d'autres contraintes. Donc, et d'où l'intérêt même aujourd'hui d'avoir des bureaux individuels justement pour rendre les espaces moins denses. Comme je le disais, en fait, le modèle à privilégier est plutôt un modèle hybride qui est agile, qui peut être évolutif. Et je pense qu'il faut davantage raisonner en termes d'optimisation de l'occupation. Alors, optimisation de l'occupation qui passe par des aménagements, qui passe par le mobilier, et qui passe aussi peut-être par une réflexion temporelle, c'est-à-dire un espace peut être occupé le matin par certaines personnes et par d'autres personnes l'après-midi. En tout état de cause, les dernières études montrent en fait qu'un projet sur 2 de flex office ne conduit pas à des réductions de surface. J'en suis désolée, Philippe, parce que c'est vrai que lorsque on vient à aménager, par exemple, des espaces en flex office, parallèlement, on déploie de nouveaux espaces. Donc, les espaces dont on parlait, des espaces de co-construction, des espaces de détente, des espaces où on peut recréer du lien social, des espaces liés à l'activité sportive, des conciergeries. Donc, ces espaces consomment des mètres carrés. Je sais que cette optimisation, de toute façon, elle se fait bien évidemment quand même dans une perspective de réduction des coûts, puisque pour ce qui concerne la ville de Paris, c'est vrai que notre difficulté, c'est qu'on raisonne sur le marché parisien intramuros, où on rencontre une rareté et une cherté des prix au mètre carré. D'accord. Bien. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose parmi nous? Alors, effectivement, il y a des questions. Ah, on peut regarder les questions. Très intéressantes. Ah, parmi nous, désolée, j'ai coupé la question. Je pensais parmi les participants. Oui, excuse-moi. On peut passer aux questions si... On passe aux questions. On passe aux questions. Donc, plusieurs questions très intéressantes. Une première pour Marine. Marine, alors tu as peut-être répondu postérieurement, mais je préfère quand même la poser. Y a-t-il un accompagnement par l'étape prévu sur la partie plus créative?
Alors, j'imagine que la personne qui a posé la question parlait d'un accompagnement, par exemple, de facilitation. J'imagine que c'est ça pour pouvoir accompagner une équipe qui doit développer un projet ou une session Oui, la collaborative. personne confirme que c'est bien ça, ouais. C'est ça, d'accord. Donc pour l'instant, ce n'est pas prévu, tout simplement parce qu'en fait, on est une équipe assez réduite et que pour l'instant, on est vraiment concentré toute notre énergie sur le déploiement du projet. Et de la même manière, finalement, la Fabrique RH elle concentre aussi son énergie sur les projets qu'elle incube. Ce sont des projets portés par des agents publics et pas portés par des directions ou des administrations. Mais cela étant, l'étape a vraiment une logique d'expérimentation. L'idée, c'est vraiment d'être un peu ce premier espace de coworking public, interfonction publique, et de se dire quels sont les usages dont les agents publics sont friands et ont besoin. Et dans ce cadre-là, l'idée, c'est de pouvoir aussi adapter à la fois les aménagements, les espaces, mais aussi l'offre de services à ces nouveaux usages. Donc, si on a beaucoup de demandes en disant, bah voilà, super, un espace créatif, moi, ça peut me servir, mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'être aussi accompagnée sur le design d'une session, par exemple, ou l'animation d'un atelier. C'est quelque chose qu'on peut prendre en compte et je pense que dans 6 mois, par exemple, l'étape ne ressemblera pas tout à fait à ce que on peut voir aujourd'hui dans les lieux. Et c'est ça qui est vraiment intéressant et on espère aussi que finalement notre cheminement pourra servir à d'autres administrations. Juste peut-être un petit mot là-dessus. On a créé un kit qui a essayé de standardiser notre démarche avec les designers qui nous ont accompagnés au début du projet, un kit vraiment pas à pas du début voilà, on a des espaces, comment on organise des visites, à quoi il faut faire attention. Parce que quand on n'est pas spécialiste, on pense pas forcément à repérer où sont les prises, par exemple. Réussir à rassembler toutes les parties prenantes, pouvoir être inspiré aussi de plein de lieux créatifs, mais aussi de la manière dont va se transformer l'action publique et comment elle s'ancre finalement dans un espace de travail. Donc voilà, c'est un kit qu'on peut télécharger librement sur le site de la Fabrique RH. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par ce genre de démarche. Et par ailleurs, on a essayé de documenter un peu la démarche qu'on a suivie par le biais d'un web documentaire. On a plusieurs épisodes qui sont disponibles sur notre YouTube où finalement voilà, on retrace un peu les étapes, nos obstacles et comment sont opérés nos choix collectifs. Et toujours sur les tapes, après je poserai des questions à Armelle et à Véronique. Sur les tapes, Marine, il est demandé s'il y a un accès Wi-Fi pour se connecter avec un poste de télétravail et aussi est-ce que l'offre de services pourrait être partagée dans la mise en œuvre par les utilisateurs de l'étape, c'est-à-dire une mutualisation à l'échelle des 3 fonctions. Alors, effectivement, bien sûr, il y a du Wi-Fi dans l'espace. Je pense que c'est vraiment l'un des outils clés parce que sinon, on peut pas faire grand-chose. Donc, voilà, c'est évidemment mis en place. On a aussi 3 postes de travail fixes parce qu'on sait que tous les agents, malheureusement, sont pas dotés en ordinateur portable. Donc, ça permet finalement de faire de la bureautique, des recherches Internet, etc. Parfois, d'avoir sa messagerie en fonction du système qui est proposé par votre administration. Certains l'ont sur clé, donc ça peut se brancher. Mais cela étant, on n'a pas pu franchir l'étape supplémentaire qui est de dire, bah voilà, quel que soit son système d'information, on peut venir se brancher à l'étape comme une sorte de war room qu'on peut avoir parfois dans les gestions de crise où finalement on a des agents d'administration différentes qui viennent brancher leur ordinateur. Ça, c'est vraiment un palier qu'on n'a pas pu franchir parce que ça nécessite tellement voilà, c'est tout un autre projet carrément, l'interconnexion des systèmes d'information entre administration de l'État, mais alors entre fonctions publiques, j'en parle même pas. Donc voilà, bien sûr, il y a du Wi-Fi. Et alors par contre, du coup, en parlant, j'ai oublié la deuxième partie de la question. Est-ce que l'offre de services Marine pourrait être partagée dans la mise en œuvre par les utilisateurs de l'étape, mais aussi une mutualisation à l'échelle des 3 fonctions? C'est un espace qui est ouvert à toutes les fonctions publiques. Donc, tous les agents, quelle que soit leur administration, peuvent en profiter. En fait, il suffit de créer son compte sur la plateforme et on peut accéder à l'étape, réserver son espace. Alors, soit pour faire du coworking parce qu'on est nomade ou télétravailleur, soit pour réserver l'espace créatif à l'étage. Super. Donc, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Marine. Alors, Armelle, tu as parlé d'espace résilient. Plusieurs participants demandent si tu peux préciser cette notion d'espace résilient.
Alors, comme je le disais, en fait, un espace résilient, c'est un espace qui a une capacité à s'adapter aux chocs, à certains stress. Alors, ça peut être des stress climatiques, ça peut être une crise sanitaire, ça peut être des besoins qui deviennent plus urgents que d'autres. Je vais illustrer mon propos, par exemple, avec un aménagement qu'on a réalisé, qu'on a montré à l'écran, qui est l'aménagement qui concerne l'installation du laboratoire de l'innovation. Alors, à l'époque, dans les locaux de la mairie du 4e arrondissement, au sein de l'espace qui est occupé par le tribunal d'instance. Une partie, donc, on a aménagé donc des espaces innovants. Et une partie de l'espace est mobilisée en fait dans le cadre du plan d'urgence hivernale, dans le cadre du plan grand froid, pour venir mettre à l'abri des personnes qui sont dehors. Donc on voit qu'on est sur des espaces qui sont en capacité de bouger selon les urgences. Un espace résilient, c'est un espace qui, par exemple, en période de crise sanitaire, par exemple, dispose d'ouvrants qui peuvent s'ouvrir et pour lesquels voilà, on n'a pas de problème au niveau de la ventilation et de l'aération de la pièce. Ok. C'est sûr que, comme je le soulignais, en fait, on vit maintenant dans un monde de grande incertitude, de turbulence, et il faut qu'on soit en capacité de s'adapter et de valoriser aussi nos ressources immobilières en fonction des urgences qui se présentent. Comme on peut l'avoir avec le plan grand froid, mais comme on peut l'avoir aussi pour des projets, par exemple, le dernier en date que je peux avoir en tête, c'est de mobiliser du tertiaire pour installer une halte humanitaire. Ok, super, merci beaucoup. J'espère avoir répondu à la question. Ben, je pense, je regarde si la personne s'exprime. Oui, je pense. Alors, autre question pour toi, Armel. Alors, avons-nous des statistiques d'utilisation de bureaux libres de la ville? Donc ça, je suis bien placée pour savoir. Pour l'instant, non, mais on va y travailler avec la Dessine. Mais tu peux rajouter quelque chose. Et il y a une question complémentaire. Envisage-t-on d'installer dans d'autres équipements parisiens, tels qu'une bibliothèque, par exemple, d'autres bureaux libres? Alors oui, donc on a deux questions. On a une première question qui concerne la mesure de l'occupation des espaces, alors que ça soit le bureau libre ou d'autres espaces. Donc là, c'est vrai qu'on vient toucher aussi à la notion d'optimisation d'occupation. Comment on est en mesure de mesurer l'occupation? Alors c'est une thématique sur laquelle on s'est déjà penché, comme tu le sais, Lydie. Oui. Alors avant le confinement, on avait en tête justement d'expérimenter une mesure de l'occupation avec des capteurs. Donc c'est une start-up de Saint-Gobain qui a mis en place des capteurs qui ressemblent à des petites bouteilles thermos et qui permettent de mesurer l'occupation. Donc c'est vrai qu'on avait en tête d'expérimenter cette mesure. Pour le moment, comme nous sommes confinés, c'est certain que le projet, pour le moment, est mis entre parenthèses. Alors, c'est sûr que, contrairement à l'étape, nous n'avons pas pour le moment d'applications qui permettent de réserver les espaces, qui pourrait être aussi un moyen de mesurer l'occupation. Peut-être Marine peut nous en parler d'ailleurs. Au niveau de l'étape, est-ce que cette dimension d'analyse statistique des usages, est-ce que c'est quelque chose qui a été déployé? Comment est-ce que ça fonctionne? Tout à fait. En fait, ça fait aussi partie de nos indicateurs de performance. Donc, c'est important de savoir pour nous si les espaces sont occupés. S'ils sont occupés par un panel représentatif d'administration aussi, parce que l'idée, c'est par exemple pas que les tâches créatives soient monopolisées par une seule administration pendant tout le mois de décembre, ça n'aurait pas de sens non plus. Mais c'est finalement au fur et à mesure des usages aussi qu'on adapte. Et effectivement, ce qui ressortait aussi des recommandations ou des vœux ou des souhaits du panel d'utilisateurs, c'était aussi de pouvoir
avoir une sorte de pénalisation ou de blacklist quand on réservait des espaces que finalement on n'allait pas occuper, parce que en fait ça impacte tout le monde, que les espaces sont chers entre guillemets, en tout cas les places voilà sont vite réservées, et donc du coup on peut voir à la fois le nombre d'utilisateurs qu'on a et le nombre d'administrations que ça représente, mais aussi si les personnes ont honoré leur réservation. Alors évidemment, il y a une tolérance. Hein. L'idée, c'est pas de venir exclure un coworker dès que voilà, il a fait juste un test. Mais l'idée, c'est de se dire, bah voilà, au bout de 3-4 fois, on peut se dire aussi que ça pénalise trop les autres coworkers et de pouvoir limiter comme ça et suivre si les personnes ont honoré leur réservation ou pas. Et donc ça, on le voit par le petit code qu'on va biper sur la porte et qui fait le lien en fait avec la réservation qui a été faite. Moi, justement, je fais pas j'ai deux questions justement. C'est que est-ce que vous prévoyez des espèces de quotas par fonction publique, on va dire, pour réserver? Et ma deuxième question, c'est qu'en matière de gestion, ça pose aussi il faut aussi un gestionnaire justement comment dire, pour faire des statistiques. Et est-ce que vous avez justement ces fameuses clauses de pénalisation, c'est-à-dire voilà, si on remarque qu'un coworker, je sais pas, il a droit à 3 fois, en fait, comment il est prévenu, quelles sont les sanctions, est-ce que tout ça c'est déjà pensé au niveau de la gestion de la réservation des espaces? Alors, pour l'instant, c'est des choses qu'on est en train de travailler parce que justement, on s'est rendu compte que sur certains usages qu'on n'avait pas forcément anticipés, on a des cas qui se posent. Typiquement, on peut mettre des quotas. Alors, c'est pas vraiment des quotas, c'est plutôt des crédits. Donc, attribuer un certain nombre de crédits. On pensait pas par fonction publique, mais par administration. De dire, bah voilà, j'ai moi, je sais pas, ministère de la transition écologique et solidaire, j'ai 10 crédits dans le mois pour pouvoir réserver des espaces de coworking ou l'étage créatif. Pour l'instant, je pense que la question se pose un peu plus sur l'étage créatif, qui est vraiment, c'est vrai, un produit d'appel et voilà, un espace modulable et créatif en plein cœur de Paris. Forcément, ça attire du monde. Pour l'instant, on l'a pas encore dans l'espace de coworking, mais le principe est le même. Et l'idée, c'est de se dire, bah voilà, une fois qu'on a épuisé ses crédits, malheureusement, il faut attendre le mois suivant pour pouvoir continuer à réserver l'espace. Et dans une logique de pénalisation, ça pourrait permettre une fois qu'un crédit est dépensé, si on ne l'honore pas, il est dépensé quand même. Et donc voilà, ça vient limiter aussi ces crédits. Ça nous permet, nous aussi, de limiter cet usage parfois de pré-réservation. On se dit, bon, je cherche une salle, je vais pré-réserver celle-là, je suis pas sûre de l'occuper, et puis on oublie en fait de l'annuler. Donc voilà, ça aussi c'est vraiment important. Et sur la question du gestionnaire, c'est tout à fait vrai. Nous, même si on est sur une logique d'autonomisation, on l'a senti dès le départ. En fait, il faut quelqu'un en permanence sur place pour, en tout cas au début, accueillir les premiers coworkers, les onboarder, leur expliquer en fait aussi les usages de chaque espace, la philosophie, les valeurs du lieu. Et donc, pour l'instant, on a quelqu'un à chaque fois qu'on est ouvert qui est sur place pour accueillir les coworkers et qui s'occupe aussi de ces aspects de gestion logistique, parce qu'il y en a, et de suivi de performance. Et puis, il y a un aspect qui est aussi extrêmement intéressant, qui est celui de la programmation de l'espace. On va plutôt être sur chercher des nouveaux thèmes à explorer, chercher des intervenants, organiser voilà des ateliers ou des formations. Et donc pour l'instant, c'est un peu réparti entre les membres de la mission innovation et réforme, de la mission dans laquelle je fais partie. On a quelqu'un qui vient de nous rejoindre lundi, qui va être entièrement dédié à ce sujet-là. Mais effectivement, ça implique quand même une implication en fait RH, une implication personnelle sur ce lieu. On espère qu'en fait, au fur et à mesure, finalement, les coworkers vont être de plus en plus autonomes et indépendants, et on espère aussi pouvoir se reposer sur des ambassadeurs, finalement un peu des utilisateurs qui ont l'habitude de venir, qui connaissent les usages et qui vont être en capacité aussi de faire ce lien à notre place, et que finalement chacun, en tout cas ces ambassadeurs, se sentent partie prenante du projet, et au même titre que nous, vont pouvoir accueillir les nouveaux collègues, proposer un café, un déjeuner. Voilà, donc on espère aussi que c'est ce qui va se développer au fur et à mesure de la vie du projet. Oui, une forme de cogestion. Exactement, oui. Peut-être juste, Armelle, donc Oui. l'autre partie de la question, c'était de savoir au niveau des bureaux libres si on envisageait d'en installer dans d'autres équipements parisiens.
comme des bibliothèques par exemple. C'était l'exemple qui était donné. Alors, en Oui, fait, il y a c'est vrai que... oui. Pardon, oui. Oui, En fait, effectivement. derrière, Il y a un petit décalage. il y a un petit décalage, c'est ça, oui. Derrière cette question se pose en fait une autre question qui est la valorisation de ressources immobilières un peu cachées. C'est vrai que la particularité de la ville de Paris, c'est qu'elle dispose d'un maillage très important de sites implantés sur l'ensemble du territoire parisien. Et effectivement, on pourrait avoir une réflexion qui consisterait à dire, mais on a déjà beaucoup de bâtiments dans Paris. Bon, certains sont ouverts au public, mais est-ce que effectivement on ne pourrait pas réserver des espaces, alors ça pourrait être des bibliothèques, ça pourrait être des conservatoires, ça pourrait être des mairies d'arrondissement, justement de réserver quelques espaces où bah voilà, des collègues qui sont en déplacement, qui interviennent sur un périmètre géographique, puissent se poser entre deux réunions, travailler le matin parce qu'ils ont une visite de chantier l'après-midi. Nous, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un potentiel en fait derrière ces sites-là, et on a pensé aux bibliothèques. Mais voilà, pas que les bibliothèques. Après, comme le soulignait Marine, en fait, c'est vrai que dès qu'on vient implanter des espaces de travail dans un équipement, se pose aussi derrière la question des moyens humains associés. Pour accueillir, parce qu'il y a toute une question de la gestion de l'accueil, de l'entretien des locaux, euh, de la réservation. Voilà. Donc toutes ces questions-là ne sont pas anodines et doivent être prises en compte en fait pour le bon fonctionnement et la réussite en fait du déploiement de ces espaces. D'accord. Lydie, il y avait d'autres questions peut-être? Alors, d'autres questions plus générales, peut-être plus pour Véronique, je ne sais pas. Nomadisme, collaboratif, pardon, convivialité. Ces différentes attitudes correspondent à différents types d'espaces. Comment faire pour transformer nos bâtiments administratifs, pour les adapter à ces nouvelles pratiques? Y a-t-il des expérimentations prévues dans certains sites? Alors, on va dire que c'est une question qui est à la fois pour moi et pour toi, Armelle. Oui, je pense. Donc, tout ce qui est espace collaboratif, il y en a déjà, puisque je vous ai parlé du labo d'innovation à l'ancienne mairie du 4. Il y a aussi les espaces de travail innovants de la direction des affaires culturelles, dédiés. J'imagine que s'il y a des ouvertures de nouveaux sites, ce sujet se pose de manière évidente pour Armelle. Véronique, il y a le micro qui... Pardon. Pour ce qui concerne le nomadisme, on avait souhaité commencer à expérimenter plutôt dans des bureaux libres. Et justement, la poussée du nomadisme, pour laquelle on va réfléchir à une dans l'ordre, ça va aussi pousser l'ouverture de nouveaux espaces du type bureau libre en bibliothèque ou ailleurs. Et le troisième terme, j'ai retenu nomadisme collaboratif. C'est quoi le troisième? Nomadique, convivialité. Le troisième terme, c'est convivialité. Convivialité, c'est un peu inhérent aux espaces de coworking. Je sais qu'à Béziers, par exemple, il y a un espace qui est appelé World Café, où il y a des distributeurs de boissons aussi et un endroit où les agents pouvaient à l'époque se retrouver pour partager, discuter autour aussi de bouilloires, d'appareils à café. Donc tout est un petit peu lié et tout est en devenir. Oui, pour compléter les propos de Véronique, je dirais que la convivialité est prise en compte dans les aménagements de bureaux parce que c'est un lieu d'échange informel et on sent bien qu'avec le déploiement plus massif du télétravail, ce genre d'endroit revêt une importance parce qu'elle permet de recréer du lien, du collectif. Et puis, on sait très bien que
les espaces d'échange informels sont tout aussi importants que les espaces d'échange, on va dire, plus formels, plus formalisés. Donc, on va dire côté DILT, ces espaces de travail sont toujours pleinement intégrés aux conceptions de plans d'aménagement. Après, j'ai peut-être perdu un bout de la question parce qu'elle était assez riche. Alors, bien. Comment faire pour transformer nos bâtiments administratifs et les adapter à ces nouvelles pratiques? Je dirais en faisant preuve d'innovation dans les aménagements. Je rigole, mais alors nos bâtiments administratifs sont très disparates, donc c'est vrai que certains sont plus contraignants que d'autres, mais la contrainte n'empêche pas d'être innovant. Il faut savoir la détourner, en jouer, et on le voit par exemple pour le laboratoire de l'innovation qui a été installé à la mairie du 4. C'est vrai qu'on est sur un bâtiment ancien avec le parquet, des boiseries auxquelles on ne peut pas toucher. Pour autant, on voit bien qu'avec un traitement acoustique, un mobilier qui peut changer selon la journée, selon les besoins, on peut arriver à faire des choses très sympathiques et avoir après des lieux qui deviennent victimes même de leur succès. Tout à fait. D'ailleurs, il y a énormément de questions, mais je ne vais pas les poser individuellement, mais sur le développement de l'offre, disant que ce soit les bureaux libres ou le labo de l'innovation sont victimes de leur succès, et il y a plusieurs questions sur le développement de l'offre, mais tu y as déjà répondu ainsi que Véronique. Donc, je pense qu'on en a fini pour les questions, Philippe. D'accord, très bien. Bon, bah, écoutez, je vous remercie toutes et tous aussi d'être venus pour les garçons, mais aux participantes pour la qualité des interventions qui ont été partagées aujourd'hui. C'est un sujet évidemment passionnant, je crois, qui fait partie de la longue liste des sujets passionnants de l'innovation à la ville. Gabrielle, tu es toujours avec nous? Oui, je suis là, je vais remettre ma vidéo, voilà. Volontiers. Gabrielle Grenet, qui est notre chef de projet Paris Innove de l'événement, qui organise l'événement. Tu peux peut-être nous parler de la suite du programme qui est prévu dans les jours à venir? Oui, donc au contraire, donc le programme, on l'a articulé entre 4 types d'événements. Un cycle qui concerne des croisements de regards entre directions sur des thématiques. Donc, typiquement, aujourd'hui, on a été dans ce cas-là par le biais des tables rondes d'échanges entre directions. On a aussi un deuxième cycle qui est plus axé sur les outils de l'innovation. Donc, comment on innove à la ville. Donc là, elle est plus sur des recettes, des transferts de savoir, des interrogations, des nouvelles explorations, plutôt méthode du coup. Et on a une troisième formule qui est la présentation en fait des expérimentations et des apprentissages de crise. Là, on est plutôt sur des webinaires de témoignages avec d'agents en fait. Et donc prochainement, donc cette semaine, demain, on a 2 événements auxquels, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sans problème. Le premier, le matin, il y a toute une équipe qui va parler de l'intérêt des capteurs, en fait, selon les métiers, hein. C'est une équipe qui réunit l'ADEV, l'ADU, et je ne sais plus quel est le troisième intervenant. Donc, en fait, voilà, avec un croisement d'expériences. Et l'après-midi, on a un témoignage de crise qui s'appelle Réaction et agilité en période de crise. Et là, on a aussi 2 témoignages de l'ADEV et de la DAE, donc 2 directions qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Notre but à Paris Innove, c'est effectivement de se faire, de faciliter les synergies. Donc voilà, et puis on avait un gros programme de visites en présentiel qu'on a dû annuler, mais il reste quelques ateliers ou visites virtuelles, qui est la 4e formule, auquel bien sûr il faut, enfin si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. En tout cas, merci à tous.
N'hésitez pas à faire connaître tout ça autour de vous. N'hésitez pas à dire à vos collègues de vous inscrire. L'innovation, c'est important, on s'en rend compte. On brasse en fait plein de sujets qui anticipent en fait notre avenir, quoi, sur le travail, mais sur tout un tas d'autres sujets. La curiosité est peut-être le premier moteur en fait pour avancer là-dedans. Donc merci à tous d'être là. Voilà. Merci Oui, au Gabrielle et revoir. merci à Au toutes. revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.